Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo. Ça faisait un petit moment que j'étais pas venue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une vidéo un peu différente de l'accompagnement du quotidien. Voilà, je vais vous expliquer tout cela. Pour les personnes qui me découvrent, je suis ravie de vous rencontrer. Pour me présenter, eh bien, je suis Sandrine, hein, je vous accompagne à travailler vos programmes, vos mémoires obsolètes, hein, ce qu'on appelle des mémoires karmiques de l'âme, qui sont invisibles, inconscientes, qui peuvent être aussi transgénérationnelles euh, et qui nous bloquent dans tous nos domaines de vie, qu'ils soient au niveau de la santé, matériel, professionnel, amoureux, voilà. Euh, Ce sont des blessures qui sont à la fois anciennes, ce sont aussi nos propres comportements autosaboteurs de chacun d'entre nous, qui nous amènent aussi des implants, des entités, ce qu'on appelle des parasites énergétiques. Donc voilà, je vous accompagne à faire un travail sur soi, aller à travailler ces parts d'ombre, hein, puisque tout cela, quand on est dans une sorte de mal-être intérieur, donc dans des profondeurs, on accumule tous ces problématiques dans nos centres énergétiques et qui nous amènent dans le concret, dans la matière, donc sur le physique et dans tout ce qui est matériel. Donc voilà, vous pourrez retrouver dans le descriptif un lien pour vous diriger sur mon site et vous aurez plus d'informations me concernant. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, donc vous voyez, je vous ai mis un thème natal ici que j'ai intitulé Gaïa. Donc, il est formé, donc c'est un logiciel, hein, pour les personnes déjà qui me connaissent, que j'ai accompagné, euh, savent que j'ai donc des notions en astrologie qui m'ont amené à faire un travail personnel pour rechercher tout ce qui est sous-jacent au pur thème natal en lui-même, rechercher les secrets de ce que cette programmation porte, puisque c'est une programmation, hein, je le répète toujours. euh, tout ce qui est notre nom, date de naissance, année, heure, c'est une programmation. Donc voilà. Donc tout ça, c'est ancré dans un logiciel qui donne cette programmation-ci. Donc c'est le thème d'une personne et je voulais vous accompagner dans cette vidéo pour vous expliquer en fait, pas du coup à travers des informations euh, de ce siècle-ci, donc de l'âme dans cette incarnation-ci, mais de ce que l'âme porte euh, au niveau bien plus loin de l'histoire universelle de Gaïa, donc de la masse collective. Voilà. Euh, Nous portons tous cette connaissance universelle, elle est enfouie, elle est dans notre ADN, dans nos cellules, de la création en fait de l'univers à la base de la base. Alors, en l'occurrence, ici, je vais m'avancer en parlant, en informant, en donnant mes connaissances, hein, c'est toujours ma vérité, n'oubliez pas cela, à partir de la mythologie grecque, puisque ici, je vais utiliser les planètes, les astres, hein, puisque le soleil et la lune, c'est un astre, pour vous donner l'histoire de Gaïa. Donc voilà. Ici, en l'occurrence, c'est un thème où cette personne porte l'histoire donc des dieux grecs et ce qu'on appelle les titans. Ce que je vais vous raconter là, c'est euh, donc c'est le mythe des titans. Bien entendu, il y a bien d'autres dieux qui existent dans d'autres religions. Et donc, l'histoire se répète, mais avec d'autres noms en fait. Voilà. Par exemple, en Inde, c'est Shiva, Ganesh, Kali. Euh, En Mésopotamie, ça sera Enki, Enli. En Égypte, ça sera Isis, Osiris. Donc voilà.
Moi, je prends la mythologie grecque puisque je suis en astrologie et donc c'est l'outil par lequel je vais passer pour vous expliquer les choses. Donc voilà. Je vais vous expliquer donc que on porte un programme, on porte une histoire, on porte un passé en boucle. Euh, on répète des cycles de vie qui ont déjà existé et on le répète en individualité et en collectif dans cette vie-ci, dans notre siècle à nous. Donc voilà. Alors pour commencer, je vais commencer par ici. Donc vous allez pouvoir me suivre avec ma petite flèche, ma petite souris, où je vais vous raconter donc ce que cette personne, dans son thème natal, dans sa programmation, dans son ADN, je vais vous montrer de quelle manière elle porte l'histoire, en fait, donc des dieux, des cieux, de l'univers, au-delà encore des archanges. Voilà. Ici, donc, je vais utiliser mes connaissances et l'outil qui m'a amené à aller analyser tout ça. Alors ici, on a Uranus, hein. Donc ici, je vais vous parler des planètes euh, qui appartiennent à chaque signe astrologique. Donc, on a des maisons. Donc, ça commence par le signe du Bélier, du Taureau, du Gémeaux, du Cancer, du Lion, de la Vierge, de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire, du Capricorne, du Verseau et du Poisson. Donc voilà, il y a 12 signes. Donc, on parle de constellations avec des planètes, des astres et des astéroïdes. Donc voilà. Donc moi, ici, des astéroïdes, il y en a plein. Euh, voilà, il y a des personnes qui utilisent l'astrologie karmique pure, donc avec les astéroïdes. Et donc moi, ici, dans mes choix, je suis limitée pour cocher. Donc voilà, j'ai coché ce que je peux pour pouvoir vous expliquer. J'ai tout coché en fait, hein. Alors, ici, on a Uranus qui est en fait Ouranos. Dans la mythologie grecque, Ouranos, c'est le dieu du ciel. Voilà, c'est l'esprit infini, le quantique, l'univers. Voilà, il y a plein de mots pour l'identifier. Donc, c'est le dieu des cieux. Uranos, par projection, et donc on peut en revenir déjà là aussi à la théorie du Big Bang, où là il y a eu un chaos céleste avec la création des, des étoiles, des planètes, des constellations, du Soleil, de la Lune, de la Terre, de la matière, avec tous les nutriments nécessaires, essentiels pour la survie de la planète et donc de l'être humain. Donc voilà. Donc à partir d'une déflagration, il y a eu donc ce qu'on appelle la théorie du Big Bang, qui vient alors du monde de Ouranos, donc les cieux. Et donc, donc il y a une projection. Quand on projette quelque chose, ça vient donc d'une pensée, d'un mental, dans l'échelle humaine. Donc il y a une projection, en fait, donc d'un chaos, d'une déflagration, d'un noyau, qui a donné la naissance à Gaïa, ici, la terre-mère. Dans la mythologie grecque, Ouranos, le dieu du ciel, et Gaïa, la terre-mère, sont un couple. Il est même dit que Gaïa est la fille du chaos. Ouranos et Gaïa sont donc formés un couple. Donc voilà. Et donc ils ont eu des enfants. Ce que je vais vous expliquer, c'est pour vous mettre en parallèle ce que les humains vivent aussi, hein, puisqu'on porte la mémoire. C'est le but de mon explication. Et donc,
Ouranos, le mari, Gaïa, la mère. Donc on porte déjà, euh, comme dirait Hermès Trismégiste, dans ses principes alchimistes, on parle de la loi du principe du mentaliste en fait. Donc avec Ouranos qui a projeté la terre-mère dans la matière. Donc on parle de l'esprit infini vers l'esprit fini. Donc voilà. Et donc je peux aussi associer tout le temps avec Hermès l'esprit de la correspondance, ce qui est en haut et donc ce qui est en bas, puisque c'est une projection des cieux. Donc voilà, avec le principe du genre, hein, du féminin et du masculin. Voilà, je l'ai posé. Donc voilà, il y a déjà trois principes de poser au niveau de la création de l'univers. Donc Ouranos et Gaïa, qui sont déjà plus ou moins, qui portent déjà des failles émotionnelles au niveau de l'instabilité du couple, puisqu'on parle d'un esprit infini et d'un esprit fini, c'est-à-dire que c'est deux énergies qui ne voient déjà pas les choses de la même manière. Donc il y a déjà un chaos dans le couple en fait. Voilà. Donc on porte déjà cette énergie-là de qu'est-ce qu'on attend de l'autre en fait dans le couple. Uranus et Gaïa ont eu des enfants qui, où il y avait 18 enfants en fait. Ils ont eu 12 dieux et 6 enfants un peu monstrueux. Donc voilà. Donc les dieux, ce qu'on appelle les titans, ce sont des dieux, hein, ce sont des puissances surhumaines, euh, géantes. Et donc on l'appelle c'est le clan des dieux, mais c'est aussi le clan des titans parce que c'est intrafamilial. Voilà, c'est un, une lignée qui s'est créée à partir de frères et sœurs. Donc Oranos et Gaïa, ils ont eu donc Chronos, ici qu'on peut voir là, donc qui fait partie des 12 dieux, Chronos, Rhea, bon, qui n'est pas affiché là, plus 10 autres dieux. Voilà. C'est un peu complexe, hein, tous ces noms de dieux, pour tout retenir. Moi, j'ai les principaux ici que j'utilise dans l'astrologie. Puis, ils ont eu trois cyclopes, c'est-à-dire ce sont des géants de plus de 3,50 m avec un œil au niveau du front. Et puis, ils ont eu trois euh, hécatonchires. C'est difficile à dire aussi. Ce sont des monstres à 50 têtes et 100 bras. Et donc, ils ont 18 enfants, et ce sont 18 enfants qui ont été un peu chaotiques eux-mêmes, puisqu'ils viennent de parents chaotiques. Ils portent les mêmes blessures, les mêmes failles. On parle du transgénérationnel ici dans la matière. Et Ouranos a rejeté en fait ces enfants titans dieux parce qu'ils avaient un comportement et une manière de penser désastreuse. Et il a aussi rejeté ces 6 enfants qui étaient donc énormes, dangereux pour les autres, et ils ont enfermés dans un espace qu'on appelle le Tartare, donc sous terre en fait, qui après sera tenu par Hadès, qui est la porte des enfers. Voilà. Mais cet espace s'appelle le Tartare, c'est une sorte d'abîme où il fait noir, où c'est humide et très nauséabonde au niveau des odeurs, ça pue. Donc voilà, c'est les souterrains. Et donc, Gaïa, en tant que mère, a été très en colère contre son mari Ouranos, parce qu'il avait enfermé ses enfants et rejeté aussi ses autres enfants au niveau psychologie, au niveau de l'éducation. Ça ne lui correspondait pas. Et donc, elle demanda du coup, Gaïa, elle demanda à son fils Chronos, donc ici en astrologie c'est Saturne. Saturne, c'est tout ce qui est relié au passé, aux boucles karmiques, aux schémas répétitifs obsolètes. Voilà, il est en forme de H. Et Gaïa demanda donc à Chronos
de défier son père pour aller récupérer ses frères et sœurs. Elle lui donna comme attribut une hache. Et donc Cronos alla délivrer ses 6 frères et sœurs, qui étaient monstrueux, dans le Tartare. Et il alla combattre son père Ouranos, où avec sa hache, il lui coupa les testicules, le castre, et Ouranos se vide de son sang dans la mer et il décède. Donc voilà. Une fois que Ouranos se sera servi de ses 6 frères et sœurs monstrueux, il les enferme à nouveau dans le Tartare. Et à ce moment-là, il devient le souverain des cieux, le dieu des dieux. Et donc là, dans le thème de cette personne, donc elle porte dans ses énergies, puisque la maison 1, c'est son énergie qu'elle porte, c'est son identité, elle porte l'histoire en fait des dieux du ciel. Et la lune, qui est en maison 8 dans le taureau, qui est la terre, hein, le taureau c'est l'agriculteur, c'est tout ce qui pousse les semences, donc c'est Gaïa. Donc c'est très puissant parce qu'elle est dans Gaïa en fait, hein, elle porte des énergies doubles là. Et la maison 8 c'est la souffrance, c'est la destruction. Donc voilà, donc cette personne porte l'histoire de la destruction de Gaïa, donc du monde, donc à grande échelle ici, dans l'information universelle, mais aussi certainement dans sa vie vis-à-vis de son hypersensibilité, en astrologie pure, ce sont des signes d'hypersensibilité et de protection de la Terre, mais aussi de l'évolution pure de son âme. Voilà, puisque la Lune en astrologie, c'est l'âme, hein, et on voit que cette personne passe ici par des remises en question, maison 8, au niveau de son incarnation, puisque le taureau, c'est la Terre. Et donc, elle porte ici le Capricorne, qui est la planète de Saturne. Voilà. Et donc, elle le porte en maison 4. Donc, à grande échelle, la maison 4, c'est le peuple, donc le choc des titans. Et en petite échelle, ici, dans notre siècle à nous, c'est euh, c'est le foyer. Donc voilà. Donc elle porte l'histoire en fait de responsabilité, d'énergie en fait, de support, de puissance reliée à une sorte de protection reliée à un clan. Voilà. Ou de responsabilité reliée à un clan. Voilà. Et dans son nœud sud, on voit qu'elle porte l'histoire de Gaïa, puisque la Lune, c'est l'astre du Cancer. Donc, et c'est en maison 10, donc c'est-à-dire que c'est son chemin de vie. La maison 10, c'est le chemin de vie, c'est la destinée. Donc voilà. Et on voit que là, ici, elle porte, puisque le soleil, donc en astrologie pure, c'est le signe. Et il y a un aspect ici, donc c'est le père, le patron aussi, le mari. Et on voit que, il y a ici un aspect défavorable avec Saturne, qui est donc du coup père et fils. Donc voilà, un conjoint à la lune noire et relier la maison 3 qui est la maison de la fratrie. Voilà, donc c'est l'histoire que je viens de vous raconter pour libérer ses frères et sœurs. Donc on voit bien là déjà qu'il y a de l'information vis-à-vis de la création de l'univers au niveau de l'âme de cette personne. Ensuite, pour continuer, Chronos, donc Chronos qui est là, se marie avec sa sœur Rhea. En fait, on parle du choc des titans parce que tous ces dieux se marient entre frères et sœurs. Ce qu'on pourrait appeler le sang bleu ici de la royauté. Il se marie avec Rhea et puis il a des enfants. Alors, il a Hadès, il a Cérès qui est Déméter aussi, en mythologie grecque et mythologie romaine. Il a Junon qui est Héra.
Il a Poséidon ici. Il a Vesta qui est Hestia. Et il a Zeus. À la naissance de Cronos, ses parents, donc Ouranos et Gaïa, avaient prédit à Cronos que quand il se mariera et qu'il aura des enfants, un de ses fils prendra son pouvoir. Donc on voit qu'on est déjà en dualité avec les parents et les enfants. C'est-à-dire que à travers l'éducation, les informations que les parents transmettent aux enfants, il y a déjà un programme. Voilà. Comme dans l'enseignement. On donne des informations, on enseigne, donc on programme l'individu. Donc Cronos, il eut ses enfants et puis il les mangea jusqu'au dernier Zeus où Rhea, donc elle donna à chaque fois à chaque grossesse et qu'elle accouche, elle donne son enfant à manger à Cronos. Et pour Zeus, elle est partie passer sa grossesse toute seule dans une montagne avec d'autres personnes, d'autres dieux qui l'ont entourée. Et donc elle a accouché. Et Cronos lui avait demandé de ramener son enfant, son fils, le jour de la naissance. Et Rhea a mis, a, a usurpé donc son mari Cronos et elle a mis dans un lange, en fait, un gros caillou. Et donc Cronos a cru manger son fils. Et donc Zeus est resté en vie. Et Zeus a été élevé par des prêtresses, des dieux, un entourage qui s'est occupé de lui. À maturité avec sa force, il est revenu au niveau des clans des Titans pour revoir sa mère. Et sa mère, par peur que euh, son père Cronos le tue, sa mère demande à Zeus d'aller combattre son père. Donc là, on répète un cycle, on va dire transgénérationnel, puisque on répète la même histoire entre parents et enfants. Donc Rhea demande à Zeus de combattre son père Cronos et c'est une guerre qui va durer 100 ans. Alors pour pas que je l'oublie, on répète les mêmes cycles des guerres de 100 ans, où il y a eu la guerre de 100 ans avec la guerre de Troie, Jeanne d'Arc, tout ça, mais en réalité qui a duré 116 ans. Et là, nous, dans ce cycle-ci, on est dans une guerre qui est pareille, qui a démarré en 1914 et qui est pas loin des 116 ans, des 120 ans. Voilà. On répète les mêmes cycles parce que nous sommes toujours inconsciemment, subtilement en état de guerre avec tout ce qui se passe. Tous les révoltes et tous les déluges, hein, puisqu'il y a eu des déluges avec Noé, avec Enki et Lenki. Il y a eu toujours des déluges. Et les déluges, on les répète en ce moment. Aussi, avec toutes les inondations, les effondrements, c'est la même chose. Donc voilà. Alors Zeus combat son père pendant 100 ans. Il alla libérer à nouveau les enfants de Cronos, donc ses neveux, hein, les Cyclopes et les Hécatonchires, pour aller défier du coup son père qu'il réussira euh, à tuer, mais avant cela, il va faire régurgiter ses frères et sœurs et il tuera son père. Donc voilà. Donc on en revient à la même histoire. Et à ce moment-là, Zeus devient le roi des cieux. Et donc on voit bien là, donc Cronos, qui est le signe du Capricorne, et le Capricorne, c'est le signe de la maison 10. On voit bien que Zeus défie le peuple des Titans, où il en prend le gouvernail. Parce que Jupiter, Zeus, il est ce qu'on appelle le fond du ciel, c'est ce qui est une énergie très puissante. Il est en conjonction ici à 14 degrés avec le fond du ciel,
où il prend les responsabilités de son clan des Titans. Donc voilà. Donc la personne porte une forte connaissance, subtilement, inconsciemment, de l'histoire, en fait, de la dualité entre les parents et les frères et sœurs. Donc voilà. Donc Zeus devient alors le roi des cieux et lui n'enferme pas à nouveau les six enfants et deux, donc ses six neveux, et il les libère. Il les libère et il les positionne en retrait sur un mont, c'était en Sicile, où ils deviennent des forgerons et des bergers. Et ces six enfants, ses neveux en fait, hein, vont lui faire allégeance, être au service de Zeus, et ils vont forger tous des attributs pour la guerre. Voilà, pour son frère Poséidon et Hadès. Donc voilà. Donc voilà. Il va également, du coup, donner une place à son frère Hadès. Donc en l'occurrence, ici en astrologie, c'est Pluton. Il va lui donner le rôle des dieux de la porte des enfers. C'est-à-dire que c'est lui qui va garder en souterrain euh, les âmes, les âmes qui sont décédées, mais aussi les dieux qui sont déchus. Voilà, voilà. Qu'ils ont été contre la loi de Zeus, en fait. Il aura comme attribut un casque qui dit qu'il pourrait le rendre invisible, mais aussi un char avec deux chevaux qui sera mi-homme, mi-animal. Il va donner la responsabilité ici à Poséidon, qui sera le dieu de la mer et des océans, et il aura comme attribut un trident. C'est pour ça qu'ici que Neptune, en astrologie pure, Neptune ressemble à un trident. Et Zeus, lui, aura comme attribut l'aigle, la foudre et le feu. Donc voilà. Il a libéré ses frères et sœurs, qui sont donc Cérès, qui est Déméter aussi, qui est la déesse de la moisson, de la fertilité, des saisons, qui est la déesse du printemps, je vais expliquer après. Il a libéré Junon, qui est Héra, qui deviendra sa femme plus tard aussi. Il a libéré Vesta, qui est Hestia. Et quand son père l'a vomi, elle a juré, elle a promis que toute sa vie, elle restera vierge, elle fera allégeance aux vœux de chasteté et de solitude. Donc voilà, donc c'est ce que Vesta porte comme énergie. Donc voilà. Donc on voit bien que euh, il y a toujours ce rôle de pouvoir en fait dans ces énergies-là, parce que cette personne porte l'énergie de la puissance du pouvoir. Alors l'histoire, parce que voilà, maintenant à l'échelle humaine, il faut voir comment cette personne peut être victime de ces énergies invisibles qu'elle porte. D'accord? C'est important, ça, de le comprendre, hein, puisqu'on porte une histoire dans nos cellules et on a tous une vie chaotique, puisqu'on porte le chaos à l'intérieur de soi. Et donc, à notre échelle ici humaine, on est tous plus ou moins en difficulté avec des histoires de vie familiale, amoureuse, professionnelle, matérielle. Voilà. Alors, Zeus, du coup, qui se marie avec sa sœur Junon.
Donc, on voit bien que de toute façon, c'est distordu tout ça parce que ce sont aussi des alliances, des consentements entre frères et sœurs. Donc, ici, à notre chaîne humaine, c'est malsain en fait. C'est intrafamilial et c'est déjà c'est des énergies que l'on porte et que dans certaines familles, il se passe des choses. Il se passe des choses que j'ai en consultation aussi et où je vois à l'extérieur. Ce sont des couples intrafamiliales et il se passe de l'adultère entre ces quatre personnes qui font partie de la même famille. Voilà. Donc voilà. Donc ces gens répètent en fait les mêmes cycles que l'histoire de l'univers. On va dire ça comme ça. Et donc, avec Junon, il a Mars qui est Arès, il a Vénus qui est Aphrodite, et il y a Mercure qui est Hermès qui sera son messager. Il est dit que Jupiter est un dieu en fait qui s'est beaucoup amusé et qui aurait trompé sa femme Junon avec son autre sœur Cérès. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous raconter. Ici, Lilith, qui est à côté donc de Zeus, Lilith qui est la première femme de Adam, hein, qui a été déchue vis-à-vis de son comportement de femme indépendante, qui est devenue donc Lilith, et donc rebelle, et puis souveraine de elle-même, qui est devenue une femme fatale. Et elle est conjointe ici à Zeus, qui montre bien que Zeus était un homme qui se perdait dans sa sexualité. Donc voilà. Donc on le prend bien ici aussi. Donc ça parle d'adultère, de tromperie, et elle porte ses énergies ici en maison 3, voilà, qui porte euh, ici, qui va vers ici le Capricorne, et le Capricorne, c'est la lignée des hommes, c'est le patriarche, et on voit que ces énergies-là, elle les porte au niveau de la fratrie. Donc voilà, à petite échelle. Donc, c'est relié encore à l'histoire euh, débordante, en fait, des dieux célestes qui avaient déjà ce comportement-là et qui le projettent donc sur la matière. Et donc, Zeus euh, eut avec donc sa sœur Cérès Perséphone ou Proserpine, c'est la même personne, voilà, en adultère. Et donc ici, on voit bien que Cérès, elle fait un aspect ici en scorpion. Et le scorpion, c'est le signe de la maison 8. Et la maison 8, c'est tout ce qui est secret, tabou et adultère. Donc, cette personne porte encore l'histoire de Cérès, Déméter, hein, son deuxième prénom, vis-à-vis de cette relation secrète. Perséphone, qui avait donc 14, 15 ans, s'est fait enlever ici par Hadès, son oncle, puisque c'est le frère de Zeus et de Poséidon. Et donc on voit bien là qu'il y a du débordement encore intra-dieu, familial, vis-à-vis de la violence que ces dieux puissent porter sur aussi des enfants, puisque elle n'avait pas la majorité. Et donc il l'a enlevée et il s'est marié avec elle et c'est devenu la déesse de l'enfer. Et donc on voit bien dans son thème natal, cette personne porte le couple ici, mythologique, donc la déesse de l'enfer. Donc à échelle humaine, cette personne puisse avoir des problématiques au niveau du couple en lui-même vis-à-vis de la perversion, de la tromperie ou de la maltraitance. Et en maison 12, qui est subtil, secret et invisible, où cette personne
à la base, ne pourrait pas être vue comme ça, de ce qu'elle est victime. Voilà. Et donc, cette personne porte encore l'histoire de Hadès, Perséphone, du couple de l'enfer, intraterre, des portes de l'enfer, du Tartare, où Hadès en est devenu le gardien. Et donc cette personne, elle porte bien l'histoire, puisque si on veut aller en Égypte avec Anubis, Anubis, c'est le dieu qui faisait monter les âmes aussi, et qui les pesait sur la balance, puisque la balance, Anubis pesait l'âme pour voir s'il avait été bien, gentil, s'il avait obéi à son dieu. Donc, et la balance, comment elle penchait, eh bien, l'âme était positionnée plus ou moins aux portes de l'enfer. Donc, voilà. Donc, cette personne, elle porte les énergies de passeuse d'âme, en fait. C'est aussi, puisque c'est tout ce qui est sombre et profond, tout ce qui est encore subtil et ce qu'on ne voit pas, hein, puisque Maison douce, c'est tout ce qui est secret, invisible, cette personne porte cette capacité de voir tout ce qui est sombre chez l'autre. Donc les parts d'ombre, les failles émotionnelles de l'individu, mais aussi, puisque Pluton, c'est les entités, le bas astral. Donc voilà. Donc, Hadès se marie avec Perséphone. Et là, Cérès, elle est en colère. Elle n'est pas contente du tout. Et là, elle fait trembler la terre. Elle fait trembler le peuple. Et elle veut reprendre les commandes sur Zeus. Elle demande à Zeus d'aller voir son frère Hadès pour libérer sa fille. Alors Zeus envoie Hermès, son fils, son messager, ici, qui va voir Hadès pour trouver un consentement, un accord. Jupiter, c'est le signe de la maison 9. La maison 9, c'est les informations, des accords, du consentement, des pactes, de la loyauté, voilà tout ça. On voit que le messager Hermès porte déjà le mensonge et la problématique déjà vis-à-vis de son ombre. Donc il informe à Zeus que c'est bon qu'il peut venir chercher sa fille. Donc Zeus va voir son frère Hadès pour récupérer Perséphone parce que, donc j'ai oublié de dire que Cérès avait prévenu donc son amant Zeus que si sa fille ne revenait pas, donc elle a mis en jachère, en stérilité, donc la mort, tout ce qui est les cultures. Donc maison 2, c'est la maison du taureau, puisque c'est les deuxièmes signes, hein, bélier, taureau, comme je vous ai expliqué. Et le taureau, c'est tout ce qui est relié à l'agriculture, aux semences, à la nourriture. Donc Cérès a bloqué la mort, a mis en stérile tout ce qui était la nourriture du peuple. Le peuple a mouru de faim tant que sa fille ne revenait pas. Donc Zeus est allé voir Hadès et pendant que l'accord se faisait, Hadès a donné des graines de grenade à Perséphone qu'elle a mangées. Et dans la convention de ce qu'il avait donné à travers ces graines, à partir du moment où Perséphone les mangeait, il lui était impossible de se séparer, de divorcer, de dissoudre cette relation de couple. Alors, Cérès est très en colère. Donc, Jupiter dut trouver un autre accord où Perséphone resterait à la période de l'automne sous terre avec son mari Hadès. Et elle reviendrait avec sa mère au printemps, donc au mois de mars, jusqu'à l'automne. Et là, Cérès, qui est donc la déesse qui est maternante, qui est la déesse de la fertilité et des moissons,
mettrait en place les cultures pour le peuple. D'où là sont nées les saisons. Avec la déesse, elle est devenue la déesse du printemps. C'est-à-dire que la vie commence au printemps et pas au mois de janvier. Voilà. Ici, dans la matière, on a mis une année qui commence de janvier à décembre, mais la réalité énergétique de la vie, elle commence donc au mois de mars. Voilà. C'est les premiers élans, premières pousses, le début de la vie. C'est pour ça que vous entendrez les astrologues, les numérologues avec les années, hein, puisqu'on on vit des cycles de 9 ans dans ce programme-là. Et ces personnes-là vous parleront toujours du mois de mars, qui est le vrai départ énergétique de l'année en cours. Donc voilà. Et donc la culture revint à ce moment-là, et puis les saisons sont mises en place vis-à-vis de ce qui s'est passé avec le couple Hadès-Perséphone. Donc voilà. Ensuite, j'ai mis un truc à suivre, Chiron. Ici, pourquoi je vais vous parler de Chiron et de Déméter. Chiron et Déméter. Déméter et Chiron, ce sont les neveux de Zeus. Pour vous parler des âmes sœurs et des flammes jumelles, qui est dans la matière. On va aboutir là, et avec Chiron, qui est le guérisseur. En fait, Chiron, c'est un centaure qui est issu d'un fils adultère de Cronos, avec une autre déesse. Donc, c'est le demi-frère de Zeus. Cronos, dans la mythologie, il est très relié à la médecine, c'est un guérisseur, aux arts divinatoires dont l'astrologie et à la musique. Déméter, c'était l'ami proche de Chiron et quelqu'un qui a quelque part sauvé aussi Zeus, dont Zeus, où je vous expliquerai après, a une petite dette contre lui. En fait, Déméter, qui est son neveu, ne s'est pas associé au clan des Titans quand Zeus a combattu son père pendant 100 ans. Il est resté neutre et donc Zeus l'a vu quand même. Et donc il a permis à Déméter, à Prométhée, pardon, de lui transmettre un rôle de créer l'homme à partir de l'argile et de l'eau. Donc Prométhée mis debout, hein, sur place, en sculpture et avec le souffle divin des cieux, la vie de ces hommes, mais qui portaient 4 jambes, 4 bras et une tête à 2 visages. Et là, Zeus a eu un coup de flash, quoi, en voyant que ce que Prométhée avait fait de l'homme, c'était impossible pour Zeus parce qu'il voyait déjà le danger que l'homme allait prendre le pouvoir. Donc il coupa l'homme en deux, et il annonça que toute leur vie, la moitié se cherchera, il se courra l'un après l'autre. Et donc dans la matière, c'est ce qu'on appelle les âmes sœurs et les flammes jumelles. Voilà. C'est un programme occulte qui est, qui vient à la base de la création de l'humain en perdant une sorte d'énergie de soi-même et qui a été dévié sur la matière en mettant en place un programme où il existait une âme sœur ou une flamme jumelle de l'autre côté de la planète. Donc voilà. Donc les gens se sont enfouis là-dedans aujourd'hui. Et donc Prométhée, derrière le dos de Zeus, lui voula de la foudre et du feu pour permettre à l'homme d'être autonome avec le feu pour faire à manger
et chasser parce que Prométhée aussi avait l'action de créer les animaux, donc il avait créé des animaux féroces pour la nourriture. Et donc, faisait quelque chose derrière le dos de Zeus et Zeus n'était pas content. Donc, il enchaîna une montagne, il l'enchaîna pendant plusieurs années et il metta une direction vis-à-vis d'un aigle qui allait manger son foie tous les jours. Mais comme Prométhée était immortel, son foie repoussait la nuit. Et puis arriva Héraclès, euh, Hercule, le deuxième nom. Il discuta avec Zeus pour libérer Prométhée parce que il avait une intelligence intellectuelle et qu'il était nécessaire pour le clan de Titan, pour le monde de l'Olympe. Donc Zeus le libéra et en plus Zeus avait une dette contre Prométhée parce que Prométhée, avant de se marier avec Junon, donc Héra, sa sœur, il voulait se marier avec une autre déesse, je ne sais plus son nom, et Prométhée lui avait dit que s'il avait un fils, son fils lui aurait volé son pouvoir. Donc il ne s'est pas marié avec cette déesse, il s'est marié avec Junon. Donc vis-à-vis de ça, il a une sorte de reconnaissance, et donc il permet à Hercule de libérer Prométhée. Prométhée était un ami très proche de son neveu Chiron. Il s'entraînait pour la bataille et voilà, ils étaient très proches. Et un jour d'un entraînement, Chiron blessa Prométhée. Et donc Chiron alla voir du coup son oncle pour demander de donner la vie à Prométhée et en échange, Chiron deviendrait mortel. Donc c'est ce que Zeus a fait parce que Prométhée était un dieu essentiel au clan. Et il fut fier de son neveu Chiron et il le mit sous la constellation d'un centaure comme lui. C'est pour ça que Chiron a la forme du centaure comme le Sagittaire. Donc voilà. Et donc cette femme porte en fait dans son thème l'aide à l'autre. Donc ici, hein, le bélier, c'est la guerre, hein, l'arme. Hein. Donc c'est ce que je viens de vous expliquer ici vis-à-vis de Zeus, hein, et de Prométhée. Et donc, on voit que cette personne porte l'énergie du guérisseur, de la guérisseuse, ici, en maison 7 vis-à-vis de l'autre. Donc voilà. Donc ces informations sont assez puissantes au niveau de son thème, si on veut parler de la mythologie grecque, de ce que la vibration, les informations qu'elle porte. Ensuite, là, si je veux parler, pour terminer après cette vidéo, on va parler de Aphrodite et Arès, qui sont les enfants de Zeus. Aphrodite est la déesse de l'amour et quand elle est née, elle éblouissait en fait les hommes. Donc Zeus, il l'enferma euh, dans, il l'enferma dans une style de grotte où elle resta seule toute sa vie. Il l'éloigna en fait. Alors j'ai noté son nom parce que, ah ouais, Iphaïtos. Zeus, il la maria à Héphaïtos, donc un dieu encore très vilain et qui s'absentait à la semaine, il partait sur la mer. Et donc Aphrodite, elle restait toute seule dans son coin, dans une grotte. Un jour, il y a Arès, donc Mars, qui passa. Et puis, elle le courtoisie, elle le courtoisie, ouais, oui, ça se dit. Et puis, ils deviennent amants et ils eurent des enfants. Hein. Donc, on porte ici le couple mythologique de Adam, Ève, Arès, Aphrodite, en scorpion, qui est euh, donc de l'adultère, qui est secret, ou Adam, Ève et Lilith. Hein. Si on en revient comme ça aussi. Hein. Et on parle des secrets ici, des secrets relationnels. Donc voilà.
Et ici, cette personne porte ici le couple, ici, destructeur de relations karmiques aussi, de relations destructrices vis-à-vis des énergies de Mars et Vénus qu'elle porte en connaissance universelle dans son ADN. Donc voilà. Donc c'est un thème assez puissant parce que à travers les planètes et les constellations, on lit ici que cette personne porte dans son thème euh, l'histoire universelle en fait. Donc voilà, à voir comment ça se passe dans sa vie à la petite échelle ici dans cette vie-ci. Donc si je vous ai expliqué tout ça, c'est pour vous montrer que on est tous un chaos. On porte le chaos de la vie sur Terre en fait, du démarrage. Parce qu'on porte des informations subtiles, invisibles dans notre, on va dire, dans le monde de la matière ici. ADN, génome, épigénétique, hein, ce sont tous des mêmes, des mêmes mots des mots qui veulent dire la même chose. Et donc, ça vient de plus loin, en fait, que nos ancêtres. Ça vient de l'histoire de la projection de l'univers tout court. Voilà. On porte le chaos de Gaïa, de la Terre-Mère. On porte le chaos du couple symbolique avec des enfants qui ont été intermédiaires, qui ont détruit le couple. Les enfants viennent jouer un rôle dans cette vie-ci, hein, au niveau de l'éducation, le désaccord entre le père et la mère. Donc voilà. Et puis, toutes ces informations qu'on peut voir aussi à la télé, là, tout ce qui remonte, tout ce que vous voyez qui sort de l'ombre, ça existe. Et depuis des siècles, puisque on a l'information ici dans ce thème. Voilà. C'est quand on porte l'énergie en fait du clan des Titans, qui est une relation entre frères et sœurs, et qui est relation entre cousins, oncles. Enfin, voilà. Donc ça se passe à petite échelle dans cette vie-ci, ou dans certaines familles, eh bien, on découvre des secrets de famille, des relations d'adultère, de viol, de pédophilie, de plein de choses comme ça. Parce que c'est inscrit. C'est inscrit dans les mémoires. Et donc on le répète. On répète des cycles récurrents en boucle. Et donc, c'est pour ça que moi-même, quand on dit que le passé et le futur n'existent pas parce qu'on est qu'au présent, moi-même, j'ai dû quand même m'introspecter pour comprendre que je ne voyais ni présent ni futur, mais que du passé récurrent. Les mêmes schémas, les mêmes informations. C'est-à-dire que je suis devenue spectatrice, observatrice de ma vie et j'ai pu voir en fait que les énergies reviennent en boucle. C'est ce fameux 8 de l'infini, hein. Le karma, qui est un grand mot, t'es puni, tu vas payer. Tout ça, c'est de la connerie aussi. Ce n'est que de la vibration. Tout, ben, je vais finir tiens, avec Hermès quand il parle du principe rythmique. On parle des cycles récurrents, obsolètes, qu'on alimente la tête dans le guidon parce qu'on voit pas clair, qu'on répète toujours la même chose alors que les personnes que j'ai en consultation, ils disent, mais je ne comprends pas, j'attire toujours la même chose. Ben, c'est ça en fait. Ils portent cette vibration-là. Et à partir du moment où on s'observe et on comprend qu'on met un stop à ce cycle récurrent pour ouvrir ce 8 et en faire qu'une ligne infinie, c'est à partir de ce moment-là que tu peux te sentir dans le présent parce que tu poses un truc. Tu changes de vibration, tu changes de ligne de temps. Tu arrêtes d'alimenter en fait ce chaos qui vient de très loin, que chacun porte. Beaucoup de thérapeutes vont te dire, ben, quand tu croises une personne, tu es son miroir, identifie-toi à elle en fait. Mais ça aussi, c'est devenu un peu illusion parce que on porte tous l'histoire. On porte tous l'histoire. C'est juste qu'il faut ouvrir son champ de conscience, il faut ouvrir sa façon de voir,
l'invisible qui est de l'information, comme Hermès dira, tout est mouvement, tout est énergie, tout est information. Et en tant qu'alchimiste, il a cette capacité, et les alchimistes ont la capacité de changer ces informations, de retirer ces programmes. Voilà. Et donc, c'est mon travail. Donc voilà, comme je l'ai dit au début de la vidéo, je vous accompagne à transmuter. Donc ça veut dire pas à mettre à la poubelle, mais à vous permettre de vous observer ces schémas récurrents dans lesquels vous êtes pour ainsi vous identifier et ainsi remonter ces parts sombres pour les mettre en lumière, donc les voir et pour les positionner alors d'une autre manière, qui seront alors votre libre arbitre, puisque vous reprenez le contrôle d'une certaine situation. Parce que ça, le libre arbitre, ça aussi, c'est du pipi de chat. Parce que quand on est enfoui dans des cycles récurrents, on n'est pas dans un libre arbitre, puisqu'on répète la même chose. Le libre arbitre, c'est reprendre le contrôle de son vaisseau, de ses énergies, de sa verticalité. Et donc, il faut en fait reprendre contrôle de la puissance intérieure que nous sommes ici à petite échelle, parce que nous sommes des esprits infinis dans un avatar, donc dans un esprit fini conditionné dans la matière, auquel on joue un rôle dans du conditionnement patriarcal quel qu'il soit, éducation, enseignement et au niveau étatique. Donc voilà, il y a un travail sur chacun à faire pour travailler ses peurs, pour travailler aussi son intuition, donc il faut s'écouter, sa petite voix intérieure pour suivre son propre chemin. Il faut écouter aussi euh, quelle est sa place pour soi, tout en écoutant l'autre en fait, ou les autres, pour ne pas se rejeter. Il faut sortir de l'ego aussi, de cette vanité, en croyant que nous sommes plus forts que l'autre, qu'on a tout compris. Ça, c'est le point zéro en fait. C'est travailler ses polarités. Ni plus ni moins, ni guerre, ni paix. Parce que de toute façon, il y a toujours besoin de quelque chose qui vienne chambouler pour un changement derrière. Sinon, ça serait trop facile. Voilà. Et puis, il faut sortir de son propre chaos, parce qu'il faut, en sortant de son propre chaos, c'est s'identifier en fait, en observant déjà la masse, le collectif qui est un chaos, et ne pas l'alimenter. Et c'est en observant l'extérieur qu'on arrive à s'observer soi et qu'on puisse se dire que je rentre pas dans ce jeu-là. Et donc, c'est retrouver une puissance intérieure pour la maîtriser également, pour ne pas écraser les autres non plus, dans une sorte de savoir et de connaissance qu'on se pose à l'intérieur de soi aussi, hein. Et donc, c'est aussi, après avoir cette compétence, de s'exprimer convenablement, ne plus être dans la critique et le jugement, voilà, ni la colère, pour sortir aussi de cette solitude et cet enfermement intérieur, en fait, dont tout le monde est dans un système dépressif. Donc c'est un travail de longue haleine sur soi pour apprendre à se reconnecter à ses parts sombres, donc à ses propres défauts. C'est tout ce qui est alimenté ici hein, par Saturne, hein, qui sont les parasites énergétiques, voilà, qui sont tout ce qui mange l'humain dans le monde subtil et invisible dont il faut en avoir la capacité de les voir pour les retirer. Nous sommes tous auto-saboteurs, auto-sabotrices de notre santé physique et éthérique, que ce soit sur le plan éthérique, astral, mental, causal, oui, parce que ça appartient à nos anciennes vies, on a fait des choses, on a pu aussi faire des pactes, des consentements avec des énergies sombres qu'on se traîne encore dans cette vie-ci et qui nous polluent. Ce sont des énergies invisibles qui nous détruisent. Donc voilà. Donc c'est un gros travail personnel d'introspection, de transmutation. On a, nous seuls, nous avons les clés pour se déverrouiller,
toujours avec l'accompagnement certainement aussi d'une personne comme je fais pour mettre le doigt dessus, pour vous nettoyer énergétiquement, mais aussi pour vous avoir des clés aussi pour euh, partir sur un autre chemin et pour avoir une autre hygiène de vie, une autre façon de penser, de faire les choses. Donc voilà. Donc le but de cette vidéo, c'était de vous montrer à partir de ce programme ici, qui est un programme astrologique à partir des données de naissance, c'est-à-dire qu'on porte des informations invisibles, subtiles, qui nous poussent à être qui nous sommes et à vivre des choses plus ou moins compliquées, qui est donc notre propre chaos individuel. Et quand on s'assemble à d'autres personnes qui vivent d'autres chaos, on parle du chaos de la masse, du collectif en fait. Donc voilà. Donc j'espère que j'aurai pu vous aider dans la compréhension de l'accompagnement, que je puisse vous apporter, que mes explications seront simples, je l'espère. Et sinon, écoutez peut-être deux, trois fois la vidéo. Donc voilà. Alors je vous laisse et puis je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de mettre un petit pouce ou un commentaire aussi, ça m'aidera pour la visibilité de la vidéo parce que on est tous lotis à la même enseigne, tous les youtubeurs sont tous bloqués et ça devient un peu compliqué la visibilité en fait à travers nos propres vidéos qui est notre propre partage pour vous accompagner au mieux. Voilà, je vous remercie par avance. Je vous dis au revoir.